merci de nous rejoindre pour cette session à l'Université de la Terre. On va évoquer un sujet qui est à la fois le meilleur et la pire des choses. En effet, si elle représente le meilleur des réalisations humaines par l'interaction positive des hommes, et en même temps, elle représente le pire, c'est-à-dire elle mange l'espace naturel, elle est vorace en énergie, elle pollue de toutes les manières possibles. Là, on m'entend peut-être en effet un peu mieux. Reste un fait incontournable en concentrant les richesses, les possibilités de travail, la vie sociale, les activités culturelles ou de loisirs. La ville continue d'attirer de plus en plus de monde, donc de plus en plus d'habitants. Si bien que les choix urbanistiques, comme nos choix en matière de construction, vont avoir des répercussions de plus en plus considérables sur notre bien-être. Il en est de même d'ailleurs dans la gestion des ressources rares que sont l'espace, les matériaux ou l'énergie. Alors comment on peut répondre aujourd'hui aux aspirations des citoyens pour à la fois le lien social, des services de qualité, le silence, l'air pur, la nature, et en même temps faire en sorte que ces villes puissent répondre à ces défis tout en continuant malheureusement à grandir. Ce sont un peu les pistes que je vous propose d'explorer ce matin. Pour ça, 3 personnalités ont donc accepté d'en débattre et de répondre surtout à vos questions. Alors je vais prendre par ma gauche Pierre-André de Chalandard, bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Saint-Gobain, et avec vous on va voir un peu justement les progrès fantastiques, même si le grand public ne le voit pas toujours, en matière de construction et en matière d'innovation sur les matériaux. Michel Papalardo, bonjour. Vous êtes commissaire général au développement durable et vous avez été pendant très longtemps la directrice la présidente de l'ADEME. Et puis, on parlait de structurer les villes. Pierre Mongin, bonjour. Vous êtes président de la RATP. Je vais commencer par vous d'ailleurs, Pierre Mongin. Est-ce que le souci aujourd'hui de la RATP, on voit bien que sur les villes... Alors, pardon, d'abord, je vais vous donner la règle du jeu. Je vais poser 1 ou 2 questions à mes invités. Après, il y a un panel d'étudiants qui a beaucoup travaillé sur ce thème et sur cette table ronde qui vont poser des questions. Et après, bien sûr, dans une petite heure à peu près, ça sera une interaction entre la salle, les invités, les étudiants, etc. Et si j'arrive à gérer tout ça correctement, on tiendra jusqu'à 12h30. Voilà, vous voulez que je parle plus fort, c'est ça? Ou que j'articule? D'accord. Bon, alors je vais vraiment... non, parce que d'habitude, on m'accuse en tant que journaliste radio d'être un bouffe micro, donc je voulais essayer de ne pas l'être le dimanche, mais tant pis. Je plaisante. Alors Pierre Mongin, première question. Est-ce que la stratégie de la RATP, c'est de répondre en priorité aux attentes des usagers ou de tenir compte avant tout de la structuration du territoire sur lequel vous êtes? Oui, allez-y. Et parlez très près, donc. Si j'ai bien compris. Hein. Alors d'abord, la RATP est une vieille maison. On fête d'ailleurs cette année son 60e anniversaire dans la forme juridique que nous avons depuis 1948, mais c'est une maison qui est plus ancienne que cela. Indiscutablement, le transport façonne les territoires. Je crois, Jarbonos, qu'il faudra qu'on revienne sur ces concepts qui sont tout à fait fondamentaux si on veut avoir une action volontariste sur notre environnement et maîtriser en réalité la qualité de vie d'une grande mégapole comme la région parisienne. Bon. Donc, la RATP, en réalité, a façonné le territoire. J'en veux pour preuve la différenciation d'accès au transport public sur ce territoire, qui est tout à fait paradoxale en Île-de-France, qui est un cas unique dans les grandes capitales du monde, où nous avons un réseau central, un réseau noyau, avec une qualité de service, une qualité de desserte qui est unique au monde. Une station de métro tous les 500 mètres dans le centre de Paris, qui est d'ailleurs la ville la plus dense du monde, ce qu'on ne sait pas toujours, plus dense que Tokyo, est en réalité une desserte exceptionnelle, unique au monde. En même temps, dès qu'on va vers la banlieue, petite couronne, la situation se détériore. On passe de 80% des gens qui, pour leurs transports normaux, utilisent les transports collectifs à une proportion de l'ordre de 25%. Et lorsqu'on arrive en grande couronne, qui fait, personne n'ira, totalement partie de la région capitale et de la région Île-de-France, alors là, la situation est très très mauvaise puisque nous sommes avec des taux d'accès au transport collectif de moins de 15%. On a donc une situation très paradoxale où le territoire a été effectivement bien façonné par la RATP.
Alors maintenant, la question, vous me dites, est-ce qu'il y a quelle est votre priorité? Ou quelle est la priorité? Alors la priorité de la RATP, très clairement, dans toute sa stratégie, j'aurai, je pense, l'occasion de l'expliciter et de l'illustrer plus tard, c'est de recentrer toute la priorité de l'entreprise sur le voyageur. Nous sommes en train de faire à l'intérieur de l'entreprise, depuis quelques mois, on peut dire même depuis 2 ans, un recentrage complet de la prise de décision à la RATP. Aucune décision d'investissement, de développement, de recrutement, de formation, aucune décision de l'entreprise managériale n'est prise sans avoir une mesure précise de l'impact en amélioration pour nos voyageurs. Donc très clairement, c'est ça la priorité. Est-ce que ça veut dire que votre priorité, puisqu'on voit bien que la population a grandi notamment dans la première, mais surtout aussi dans la deuxième couronne de la région parisienne, est-ce que vos priorités vont passer par là, tout en essayant de fluidifier tout ce qui se passe autour de Paris? Alors, là, il faut qu'on mette l'échelle temps dans la prise de décision et dans la réponse. Parce que, pardonnez-moi de vous interrompre, mais les infrastructures dans une région aussi dense que Paris, 1, ça coûte très cher, 2, c'est très long, et puis 3, vous avez des contraintes législatives et justement environnementales sur lesquelles, apparemment, c'est la quadrature du cercle parfois. Parfois. Notre objectif, c'est justement de faire un cercle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est-à-dire une boucle de métro autour de Paris en petite couronne. Ça, c'est clairement, et donc de, non pas faire la quadrature, mais faire le cercle, avec un compas pour améliorer l'ensemble du réseau. On aura sans doute ça s'appelle Métrophérique, c'est le projet de la RATP d'avenir. Et un projet que nous voulons, nous, pousser le plus vite possible. Parce qu'il y a plusieurs échéances. La première échéance, c'est le service quotidien que nous rendons. Je rappelle, M. Bonos, que la RATP, qui est le 3e opérateur mondial de transport de grandes capitales, après New York et Tokyo, transporte 10 millions de passagers par jour. 10 millions. C'est-à-dire que c'est l'entreprise de France qui est le plus en contact avec des Français tous les jours. 10 millions par jour. Bon. Donc notre première priorité, c'est de faire que ça marche. Et que ça marche le mieux possible. Malgré un phénomène qui reviendra, c'est celui de la saturation. Ça, c'est la première chose. Et donc toute notre priorité managériale, c'est ça. Bon, d'abord ça. Transporter les gens en sécurité et avec le minimum d'inconfort et avec beaucoup de régularité. Ça, c'est la première des priorités que j'assigne à mon entreprise et sur laquelle nous travaillons avec nos équipes. La deuxième priorité, c'est qu'on nous a confié, l'histoire nous a confié, un réseau, encore une fois, qui est un superbe réseau d'infrastructures. Ce réseau, ce sont des tuyaux souterrains qui ont été construits au début du siècle précédent, du XXe, et en fait qui sont dans un état, peut-être parce que les matériaux ont été fournis par de grandes maisons qui fabriquent de bons matériaux. Comme Saint-Gobain. Par exemple. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce réseau est dans un état parfait. 100 ans après, l'infrastructure est parfaite. C'est une leçon pour l'avenir, pour nous. Ça veut dire, pourquoi? Parce qu'on l'a bien entretenu. Là aussi, par rapport aux autres grandes villes, vous êtes... On est dans une situation, en réalité, où la qualité du réseau est indiscutablement liée, proportionnelle à la maintenance et aux efforts qu'on a faits pour l'entretien. Et donc, ce réseau, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'accroître son efficacité. C'est-à-dire de faire que dans ce tuyau, chaque jour, il passe un peu plus de trains, de manière à augmenter l'offre de transport pour nos voyageurs. Donc ça, c'est la deuxième priorité. Rénover complètement notre système ferroviaire pour intensifier le nombre de trains et dans l'infrastructure donnée, sans construire de nouvelles infrastructures, améliorer la performance du service en augmentant l'offre. Et puis la troisième priorité, c'est d'être une force de proposition en faveur de tous les pouvoirs publics, de l'État. Je sais que Jean-Louis Borloo est venu hier. Nous travaillons étroitement avec le ministre d'État là-dessus, c'est-à-dire, et les collectivités locales également, avec le président de la région, pour pouvoir promouvoir de nouveaux projets, parce que je pense, comme vous dites, qu'il faut une dizaine à quinzaine d'années pour sortir de gros projets, et que par conséquent, il est temps de décider. Donc voilà les trois priorités, si vous voulez. Le voyageur, chaque jour, à qui il faut assurer un service le meilleur possible, l'intensification de nos moyens, la productivité sur le transport et les nouveaux projets d'avenir.
On va bien sûr revenir dans le détail avec les questions des étudiants. Pierre-André de Chalandard, directeur général de Saint-Gobain. Alors là aussi, les entreprises ont fait d'énormes efforts en matière environnementale, ont poussé les efforts en matière de recherche, innovation, mais au niveau du grand public, on ne le voit pas toujours. Alors est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire ce qui a été fait depuis à peu près une dizaine d'années ? Je vais vous donner toute une série d'exemples, mais je crois qu'effectivement, c'est le cœur de ce qu'on essaye de faire. C'est l'ambition de Saint-Gobain, c'est d'inventer, c'est de fabriquer, c'est de distribuer les matériaux de la maison du futur. Donc, alors il faut d'abord essayer de savoir qu'elle sera, cette maison du futur, et comment ça se fait. Je crois qu'elle sera... D'abord, il faut qu'elle soit belle. L'esthétique est un élément très très important, et de ce point de vue-là, on a beaucoup de chance. Un des matériaux de base de Saint-Gobain, c'est le verre, et le vitrage, dans le domaine d'esthétique, c'est un matériau qui montre tous les ans de nouvelles possibilités d'utilisation, et donc je crois qu'il est appelé à jouer un rôle très important en travaillant le vitrage. On fait de l'architecture de plus en plus belle. La deuxième chose, je crois que cette maison, il faut qu'elle soit confortable. Alors confortable, ça veut dire beaucoup de choses. Dans les choses sur lesquelles on travaille, il y a beaucoup l'acoustique. Le bruit n'était pas une préoccupation majeure, je crois, autrefois. Et aujourd'hui, beaucoup des matériaux qu'on propose dans la plaque de plâtre, dans l'isolation, permettent de faire des progrès considérables dans le domaine de l'acoustique. Alors ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais entre la maison d'il y a 20 ans et la maison qu'on construit aujourd'hui, il y a des réductions de bruit qui sont absolument considérables. Et puis, dernier point, je crois qu'aujourd'hui, sur le domaine de l'environnement, c'est le plus important. La maison de demain, ce sera une maison qui consommera beaucoup moins d'énergie, et même, si on rêve un peu, qui pourra produire sa propre énergie. Je crois qu'aujourd'hui, dans les défis de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment, l'habitat, a un rôle absolument considérable à jouer. 2-3 chiffres, c'est 40% aujourd'hui de l'énergie consommée en France est consommée par l'habitat. 40%. Et c'est l'énergie, si on veut réduire la consommation d'énergie, travailler dans l'habitat, c'est aussi ce qui est le plus facile, puisque ça rapporte sous le biais d'économies de fonctionnement, ça rapporte aux particuliers qui habitent dans la maison, ça rapporte à l'État, dans la mesure où une très grande partie de cette énergie consommée, elle est importée. Et donc, il n'y a pas d'enjeu, je pense, en termes de plus facile à la fois et plus important à atteindre, sans créer des tas de problèmes dans d'autres domaines, que de réduire la consommation énergétique de l'habitat. Et de ce point de vue-là, on a fait des progrès considérables. Si vous prenez un vitrage qu'on produit aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait il y a 25 ans, alors ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'effectivement, ces vitrages, ils ont des couches qu'on pose dessus, des couches microniques qui sont extrêmement fines et qui font que l'efficacité énergétique a été multipliée par 6. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir des vitrages qui ne laissent pas passer, s'échapper vers l'extérieur en hiver la chaleur et qui, à l'inverse, empêche, dans les régions surtout où il fait plus chaud, empêche le soleil de rentrer de façon trop importante l'été. On a des vitrages de la même manière qui se nettoient tout seuls aujourd'hui, juste quand il pleut. Et il y a encore toute une série de choses très importantes qui arrivent. Donc et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, hein, mais sur lesquelles on change en permanence. Et alors, on travaille sur des tas de choses pour le futur. J'ai inauguré la semaine dernière une nouvelle usine qu'on fait, qui va être une usine de produits de verre photovoltaïque, où la cellule photovoltaïque n'est plus en silicium, mais est en verre sur lequel on dépose des couches qui sont des cousins des couches qu'on dépose pour les verres isolants. Et donc, je pense que l'énergie, quand je disais réduire la consommation d'énergie, les maisons, et ça on y reviendra probablement, je crois que c'est un élément très important dans le futur, les maisons seront capables dans le futur d'être autonomes en énergie. Elles produiront une partie de l'énergie, alors pas forcément exactement la même au même moment que les besoins de consommation, mais elles seront autonomes. Alors si je regarde au-delà du verre photovoltaïque, qui va être une réalité très bientôt, on travaille aussi sur des choses à plus long terme, et aujourd'hui on travaille beaucoup sur des piles
à combustible à base de matériaux céramiques, ça verra le jour dans 5 à 10 ans, qui permettront aussi d'accumuler et de produire de l'énergie de façon complètement autonome. Donc la maison sera, dans le futur, je crois, totalement autonome et produira sa propre énergie. D'un mot, Pierre-André de Chalandard, est-ce que tout ça, c'est uniquement sur des maisons neuves, de construction d'immeubles ou de maisons individuelles, ou est-ce qu'on peut l'adapter à des maisons existantes, parce que c'est ça quand même l'enjeu, et à quel prix, parce que c'est ça aussi dont il faut tenir compte. Alors effectivement, il y a deux sujets très différents. Toutes ces nouvelles technologies dont je parle, elles sont plus faciles à mettre en œuvre dans le neuf. Et les réglementations qui existent et celles qui sont en train d'être prévues au niveau européen et en France dans le cadre du Grenelle de l'environnement font qu'on va y arriver assez vite. Après, il y a tout le problème du parc existant. Et là, il faut faire des travaux. Et les choses sont très variables selon. C'est très difficile d'avoir un cas donné. Globalement, pour une maison neuve, ça va coûter de l'ordre de 10 à 15% de plus de faire une maison vraiment aux normes nouvelles. Ce qui fait que quand on regarde les charges, c'est très rentable. Pour les maisons anciennes, c'est très différent. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Je crois qu'il faut des incitations financières. Mais pour les maisons existantes, je dirais le plus important, c'est quand même, c'est un paradoxe, mais c'est que l'énergie soit chère. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on va dans un monde où l'énergie sera chère. Ce n'est pas parce que le prix du pétrole vient de baisser massivement depuis 15 jours. Oui, c'est ponctuel. Et il va y avoir du yo-yo, mais globalement, l'énergie sera chère. Et je crois que c'est une bonne chose que l'énergie soit chère, parce que ça fait que les travaux dans l'existant, ils vont être beaucoup plus rentables. Donc, et la rentabilité, quand on est à un prix du baril à $150 aujourd'hui, il faut en moyenne, alors c'est très difficile d'avoir un cas type, mais entre 2 et 4 ans pour rentabiliser l'installation. Dans beaucoup de maisons anciennes. Donc c'est assez rentable. J'ai même rencontré un industriel heureux du prix du pétrole. C'est quand même assez rare pour le souligner. Michel Papalardo, je termine, au risque de paraître goujat, je termine par vous et non pas commencer, parce que vous êtes un peu la représentante des pouvoirs publics en tant que commissaire général au développement durable. D'abord, quelle est votre place par rapport aux autres institutions, l'ADEME, dont j'ai dit que vous aviez été la présidente, le ministère de l'Environnement, etc. Je suis au ministère de l'Environnement. Oui. Donc déjà, ça, j'entends bien, mais il faut que ce soit clair. Comment je suis bien au ministère et donc dans ce ministère du développement durable, puisqu'on a regroupé l'environnement, l'équipement et l'énergie dans un seul ministère, et l'aménagement du territoire dans un seul ministère. Et les transports, dit Pierre. C'est dans l'équipement, c'est pour ça que je ne l'avais pas oublié. Dans l'équipement, on avait autrefois les transports et le bâtiment. Donc ces deux messieurs qui sont là, qu'on a réuni avec l'environnement, l'énergie et l'aménagement du territoire, dans le grand ministère que j'appelle, pour faire bref, du développement durable, parce que sinon on n'y arrive pas, donc celui de Jean-Louis Borloo. Et donc pour organiser ces nombreuses administrations, on a notamment créé une structure transversale qui a pour mission, disons, la réflexion stratégique et puis pour mission encore plus précise de faire en sorte que le développement durable soit inscrit dans toutes les politiques publiques et chez tous les acteurs économiques, les entreprises, les collectivités locales, les consommateurs, etc. Et donc ça, c'est le rôle du commissaire général et du commissariat général, c'est de faire en sorte d'aider, de veiller, de donner des idées et aussi bien sûr des moyens pour que ce développement durable s'intègre bien dans toutes les politiques, que ce soit de l'agriculture, de l'éducation ou bien sûr les transports ou bien sûr le bâtiment et l'urbanisme, parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors, quelles sont justement, même question qu'à Pierre Mangin, quelles sont un peu vos priorités aujourd'hui, sur quoi planchent les équipes de la commissaire générale ? On planche sur beaucoup de choses. D'abord, on planche sur la mise en application du Grenelle, parce qu'en fait, notre feuille de route aujourd'hui, elle est clairement écrite dans le Grenelle. Et dans le Grenelle, il y a les deux sujets dont vous venez de parler l'un et l'autre, c'est-à-dire les transports, comment en matière de transport, on met en place et on développe des transports plus efficaces en termes de consommation d'énergie et aussi de consommation d'espace. Et donc, pour les voyageurs, les transports en commun en ville et les transports à grande vitesse. Et puis pour les marchandises, puisque le sujet est aussi un sujet de marchandises, comment on fait pour mieux développer en France le rail et le fluvial, puisque vous savez que nous ne sommes pas très très bons de ce côté-là. Et puis sur les bâtiments, c'est
un des grands moyens de lutter contre le changement climatique aujourd'hui, comme le rappelait Pierre-André de Chalandard, c'est de réduire la consommation de nos bâtiments et donc de faire en sorte que les bâtiments neufs comme les bâtiments existants soient les plus efficaces possibles, avec notamment des incitations financières, des réglementations, des normes, enfin mettre en place toutes les politiques possibles. Et puis il y a un troisième aspect, et c'est celui qui fait que les deux se rencontrent aujourd'hui, c'est l'urbanisme. C'est comment est-ce qu'on aménage le territoire et comment on aménage notre espace, notamment notre espace urbain, pour que finalement on ait peut-être moins besoin de transport, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une structuration de la ville qui nous oblige forcément à dormir à un endroit, travailler à un autre, faire ses courses à un troisième et puis aller au cinéma à un quatrième. Donc d'essayer d'avoir un urbanisme qui limite les besoins. Hein. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas limiter les transports des gens et ce n'est pas limiter la mobilité. Non, c'est pour ça, je dis, l'objectif, ce n'est pas de limiter la mobilité, c'est de limiter les besoins de transport. Essayer de ne pas s'organiser de telle manière qu'on ait forcément besoin de bouger pour faire les choses. Donc ça, c'est un premier point. Et puis de faire en sorte, bien sûr, que ce soit dans des villes agréables. Hein. Le premier point, esthétisme du bâtiment, c'est important, mais il n'y a pas que le bâtiment, bien sûr. Il y a tout l'espace urbain qui va ensemble, comment on arrive à vivre dans des villes agréables, mais qui soient des villes dans lesquelles on ait moins besoin de consommer de l'espace, parce que le problème de l'étalement urbain, c'est la consommation de l'espace, notamment de l'espace naturel, plus que ce dont on a réellement besoin, et bien sûr l'énergie dans des villes saines aussi, donc sans pollution locale, avec peu de bruit. Enfin, voilà, donc un assemblage des contraintes extrêmement fortes, et je me faisais la réflexion que la nouveauté par rapport à ce qu'on aurait pu faire l'année dernière sur ce genre de sujet, c'est qu'effectivement, pour une fois, on n'a pas un atelier transport et un atelier bâtiment, ce que j'ai vécu pendant 5 ans, effectivement, où j'étais à l'ADEME, donc il fallait que j'aille à l'un ou à l'autre, et à l'autre, c'était compliqué. Là, on met les deux ensemble. Alors, on n'a pas encore complètement soudé le truc, parce qu'on n'a pas l'urbaniste, parce que moi, je ne suis pas urbaniste, c'est clair. Donc, on n'a pas l'urbaniste, mais je pour l'année prochaine. Exactement. Je pense que l'année prochaine, en fait, ce sera d'abord et avant tout la ville, et on verra le sujet transport et le sujet comme bâtiment comme étant les moyens de faire la bonne ville. Alors, il est temps de passer la parole aux étudiants qui ont préparé ce débat. Donc, ils sont, je vais essayer de citer toute leur école, j'espère que je ne vais pas en oublier, de HEC, de EM Lyon, de l'École nationale des ponts et chaussées, d'AgroParisTech, de l'ISTH, de l'Université de Cergy-Pontoise et de l'Institut supérieur de l'environnement. Voilà, j'ai rien oublié, je pense. N'hésitez pas à me reprendre si j'en ai oublié. Qui commence Allons-y. Allez-y, près du micro. Voilà, vous appuyez. Malheureusement, oui. Voilà, je me présente, je suis étudiant à l'AgroParisTech à l'ENGREF. Parlez vraiment très près. Prenez-le comme ça. Voilà, je me présente, je suis étudiant à l'AgroParisTech à l'ENGREF, l'école du génie rural. Donc ma question est relative justement à l'étalement urbain et plus précisément à la question de l'opportunité de la densification des zones urbaines. Sachant qu'en zone rurale comme en zone urbaine, la densification de l'urbanisme est souvent présentée comme une réponse aux exigences du développement durable, économie d'énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport, mais également sachant aussi que la plupart des réseaux urbains sont déjà saturés, notamment au niveau de ces réseaux de transport, mais aussi les réseaux d'assainissement. Est-ce que selon vous, cette solution de densification est la solution la plus optimale vu ces contraintes ? Qui veut répondre ? Michel Papalardo, puis peut-être Pierre Mongin pour la partie commencer, en tout transport. Cas. Alors, la densification, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est clair que ça répond aux deux exigences que je mettais en avant. D'une part, le non-gaspillage de l'espace, notamment de l'espace agricole et de l'espace naturel. Hein, c'est clair que c'est en densifiant nos villes qu'on arrive à respecter le mieux cet espace. Et puis, pour la partie consommation d'énergie, mais d'une manière plus générale aussi, consommation d'eau, traitement des déchets. C'est clair que quand on est concentré, on arrive à faire des choses plus efficaces que quand on est complètement étalé sur le territoire. Et en matière d'énergie, j'y reviens pas, on l'a déjà dit, c'est évident. Alors ensuite, le problème, c'est de savoir comment on arrive à faire des villes denses, qui soient aussi des villes, j'insiste, dans lesquelles on ait envie de vivre, hein, parce que si c'est vraiment en plus pour pas avoir envie, d'abord on les fera pas parce que les gens continueront à aller ailleurs, et puis ça fonctionnera pas, et qui soient équilibrées.
hein. J'insiste aussi sur cet aspect-là. C'est-à-dire que la densification, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément avoir des immenses villes très, très, très grandes. Ça veut dire qu'on doit essayer d'avoir des quartiers dans lesquels on a une densification de l'habitat qui soit acceptable. Juste parce que je pense que sur ce sujet-là, et c'est bien que vous me posiez la question en commençant par là, très régulièrement, j'ai des questions sur la densification, sur des gens qui me disent « mais moi, je ne veux pas du tout habiter dans un endroit dense, c'est très désagréable, c'est pas... Voilà, je ne veux pas. » Et alors, j'essaye de leur rappeler que les quartiers les plus denses de Paris, ce sont les quartiers haussmanniens, c'est ceux dans lesquels tout le monde se bat pour habiter aujourd'hui. Donc, on peut vivre dans un espace dense qui soit agréable. Alors qu'en général, quand on me parle de densité, les gens imaginent des tours et ont en vue, en fait, ce qu'on appelle les quartiers sensibles aujourd'hui, c'est-à-dire nos villes de banlieue qu'on a un peu ratées, il faut bien le reconnaître, avec de l'habitat qui est tout sauf dense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins dense que ces quartiers-là, en règle très générale. Il y a quelques exceptions, mais en général, ce sont des zones qui ne sont pas denses. On a effectivement un bâtiment dans lequel il y a plein de gens, mais tout autour, il n'y a rien, avec donc tous les problèmes qu'il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien pour, il n'y a pas les commerçants, il n'y a pas de loisirs et il n'y a rien pour travailler. Donc voilà, il faut arriver à bien comprendre ce que c'est que la densité, et que la densité, elle doit pas, c'est pas en soi comme ça un objectif, c'est une densité harmonieuse, équilibrée, et qui permet de mettre à disposition des modes de vie qui soient ceux qui répondent aux besoins de nos concitoyens, avec en plus des constructions, hein, là je me tourne vers les constructeurs, des nouvelles constructions, enfin nouvelles, des constructions qui sont, si possible, des bâtiments peu élevés, qui ont quelques étages mais peu élevés, et dans lesquels on arrive à garder pour chacun le sentiment d'être dans une maison individuelle. Vous allez me dire que je rêve, non, ça existe. On a de plus en plus d'architectes qui travaillent sur ce genre de modèle, et vous pouvez en voir, alors peut-être plus à l'étranger que chez nous, mais ça commence à venir très sérieusement aussi chez nous. Pierre Mongin. Oui, Michel Papalardo a raison de dire que ce mot dense est un mot qui fait peur, et souvent de manière injuste, parce que quand on regarde la densité, on pense souvent aux grands ensembles, aux bars autour qu'on a construits dans la précipitation des années 60, 70, et qui posent aujourd'hui tant de problèmes à la société, y compris à ceux qui y habitent d'abord. Et en réalité, si vous regardez la densité réelle de ces territoires, à La Courneuve ou ailleurs, elle est faible. Vous pouvez avoir des villes ultra denses où il fait très bon vivre. Quand vous regardez autour de Londres, les quartiers centraux, qui sont les plus chers du monde, ou ceux de New York, autour de Central Park, on est dans une extrême densité. Et pourtant, c'est probablement un lieu que des tas de gens aimeraient habiter. Bon. Donc, soyons prudents sur ce mot qui fait peur. La réalité, c'est la réalité est différente. À mon avis, c'est un sujet essentiellement social. Qu'est-ce qui s'est passé en Île-de-France, comme dans beaucoup de mégapoles du monde? Premièrement, le foncier dans la zone dense est devenu inaccessible sur le plan financier pour un budget de ménage, de salariés moyens, et par conséquent, les gens sont partis de plus en plus loin. Moi, j'ai un chiffre qui m'a absolument stupéfait quand j'ai pris mes fonctions à RATP, j'ai découvert ce chiffre. En 1960, un salarié en Île-de-France mettait 80 minutes par jour en trajet domicile-travail. En 2008, le salarié en Île-de-France met 80 minutes de trajet domicile-travail. Il n'y a eu aucun progrès. Aucun progrès. Vous avez dans les années 70 la construction du RER A et B, que nous gérons à la RATP, les plus grosses lignes du monde, transportent 1 million de personnes par jour. Vous avez une productivité dans les transports collectifs qui est énorme depuis 1960. C'est comme si on n'avait rien fait. Pourquoi? Parce que les gens sont obligés ou font le choix, soyons prudents sur ce déterminisme individuel, d'aller de plus en plus loin. Alors ce qu'on constate maintenant, c'est que le coût social, le coût individuel de cet éloignement du centre est extrêmement lourd. Le tribut à payer est très lourd. Il est lourd pour les individus en fatigue, il est lourd pour le système qui doit les transporter ou qui doit accepter leur automobile,
Il est lourd parce que la cuve de fioul d'un pavillon construit dans les années 80, M. Chalandard en parlerait mieux que moi, c'est quelque chose d'extrêmement cher pour un budget de salariés. Et enfin, collectivement, ça crée une ville qui gaspille de la ressource. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aujourd'hui un grand consensus en Île-de-France, très fort. Vous avez vu qu'il y avait des débats assez chauds sur le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France. Mais il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord aujourd'hui, c'est qu'il faut remassifier, reconstruire la ville, notamment dans les départements de la Petite Couronne. Et aujourd'hui, tout ce qui s'y passe, je pense à la Seine-Saint-Denis, qui est un département en mutation, mais extraordinaire, avec l'université Aubervilliers qui va devenir un grand centre universitaire, avec la Plaine Saint-Denis, avec tout ce qui se passe dans le Val-de-Marne, avec Val-de-Fontenay qui est devenu un pôle économique majeur, etc. Ce sont des éléments, en réalité, de reconstruction de cette ville à laquelle nous, au RATP, on va essayer de participer parce que, en réalité, ce qui compte dans une ville comme ça, sur un plan social, sur un plan humain, sur un plan de la productivité et de l'efficacité globale du système, c'est de pouvoir avoir une mobilité durable, accessible en termes de coûts et surtout qui soit moins fatigante pour les personnes. Donc, n'ayons pas peur de ce mot ville dense si c'est ça que ça veut dire. Si c'est évidemment refaire des barres ou des tours, il faut évidemment oublier tout de suite. Allez, une autre question. Mademoiselle. Bien près du micro, voilà. Bonjour, je m'appelle Jessica Artray, je suis étudiante à l'Institut supérieur de l'environnement. Donc, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que la loi SRU, donc la loi sur la solidarité renouvellement urbain, peut réellement apporter des solutions au niveau du progrès social, du développement urbain et protéger la nature au niveau environnement? Qui veut répondre? Ah oui, non, les pouvoirs publics, ah oui, désolé. Hein, oui. Dessus, quand je ne sais pas, c'est vers vous que je me tourne. Hein. Le rapprochement entre la loi SRU et la protection de la nature, effectivement, je ne pense pas que ce soit l'idée première, mais pour revenir sur votre question de progrès social, derrière la loi SRU, il y a un certain nombre de choses très importantes sur le fait qu'il faut effectivement, et c'est un premier point qu'il ne faut pas oublier, loger les gens. Hein. C'est quand même bien la première priorité, et les loger le mieux possible dans des endroits où ensuite ils auront envie de rester, envie de vivre. Donc on reste bien quand même dans notre sujet. Derrière la loi SRU, ce qui m'intéresse surtout, c'est que justement il y a cette idée de mixité, hein, sur laquelle je revenais tout à l'heure. Alors tout à l'heure je parlais de mixité d'activité, mais derrière la mixité d'activité, il y a aussi forcément la mixité sociale. Si vous n'avez pas de mixité sociale, vous n'avez pas non plus la mixité d'activité, parce que dans une ville, vous avez tous les métiers qui doivent être exercés, vous avez toutes les activités qui doivent pouvoir se croiser. Et donc avec la loi SRU, ce qu'on s'efforce de faire, c'est que progressivement, on ait aussi une mixité sociale à l'intérieur de toutes les villes et de trouver les moyens de reconstruire ou de construire du logement social au cœur de nos villes, au cœur de chacun de nos quartiers, et qu'il n'y ait pas de ghetto, comme le disait Gérard Bonnos tout à l'heure, ni d'une forme ni d'une autre, c'est-à-dire ni sociale, ni en termes d'activité. Je pense que de ce côté-là, la loi est effectivement une bonne loi sur laquelle il y a des difficultés, et on le voit bien tous les jours. Pierre-André Chalandard, pas mal de politiques depuis une vingtaine ou trentaine d'années courent après justement Pierre Mangin parlait et puis Michel Pappalardo de l'haussmannien, justement de ce principe haussmannien où on avait dans le même immeuble à la fois l'ouvrier à un étage, la famille bourgeoise, le célibataire un peu fortuné, etc. Est-ce que ça, aujourd'hui, en termes d'habitat, on peut refabriquer, entre guillemets, cette mixité au sein d'un même habitat, selon vous? Oui, je pense qu'en termes d'habitat durable et d'environnement, on peut tout faire. Hein. Et sur ce sujet de la densification, je veux dire, on peut à la fois faire des choses très bien en isolé et des choses très bien denses. Donc je crois que c'est pas en fonction de l'habitat qu'il faut, c'est comme l'a dit Michel Pappalardo, c'est beaucoup plus en fonction des autres domaines et du transport qu'il faut raisonner. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a un problème, quand on parle de l'efficacité énergétique, l'endroit où on a le plus de problèmes, probablement, même plus que le pavillon avec sa cuve de fioul, ce sont dans les logements sociaux, qui sont des véritables passoires énergétiques. Pourquoi ? Et qui ont été construites à un moment, et avec l'idée qu'il fallait construire le plus possible et pas cher,
et où on ne prenait pas du tout en compte, d'abord parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui construisent et qui payaient les chauffages, on ne prenait pas en compte les charges. Et je pense que c'est un élément fondamental, à la fois dans la réhabilitation, et dans le Grenelle, on insiste là-dessus, il y a un effort très très important qui est à faire sur les logements sociaux. Les logements sociaux, aujourd'hui, on ne prend pas en compte, on n'a pas pris dans les 30 dernières années suffisamment en compte l'ensemble des coûts. Et alors, il y a les coûts externes du fait qu'ils sont dans des endroits où on ne peut rien faire d'autre. Et puis, il y a le fait que les charges sont souvent maintenant aussi importantes ou plus importantes que les loyers, parce que ce sont des passoires énergétiques. Donc, je crois que là, on peut faire beaucoup de choses. Et il ne faut pas simplement faire des quartiers neufs, des écoquartiers. Je crois qu'il y a un besoin de réhabilitation, de rénovation. Et techniquement, on sait faire. On sait faire. Donc, il n'y a pas de problème technique. C'est les choix de société. Ça devient un choix de société. Tout ce que l'industrie saura faire. Michel Papalardo. Je vais revenir sur ce sujet très vite. C'est vrai que c'est probablement, c'est chez les foyers les plus modestes que le surcoût lié à l'augmentation du prix de l'énergie est le plus sensible, donc sur lequel il faut travailler le plus. Et c'est clairement ce qu'on essaye de faire dans le Grenelle avec un objectif chiffré sur les 800 000 plus mauvais. Je voulais juste corriger un petit élément. Quand on compare la consommation d'énergie des bâtiments anciens, disons, d'avant les années 75, ou existants en tout cas, quand on compare la composition dans la consommation dans les HLM et dans le parc privé, on s'aperçoit que la consommation dans les HLM est beaucoup moins forte que dans le parc privé. Parce que c'est un sujet qui, en tout cas pour les HLM, a été pris en compte et que dans les années 70 en particulier, on avait fait des gros efforts parce que justement, il y avait la crise du logement. Et il y avait la crise de l'énergie. Et donc, on a fait dans les HLM des efforts sur la construction. Alors, ça n'empêche qu'il y en a quand même 800 000 qui sont à 240 kWh par mètre carré par an, sur lesquels on veut faire un effort très particulier pour les amener à 150, parce que là, c'est vrai que c'est très sensible pour les personnes. 150 dans un premier temps pour les existants, le plus vite possible, mais 50, si vous le faites, on sera ravis. Mais il faut savoir que dans le parc privé existant, on a des logements qui sont à 400, bien au-delà des chiffres que nous avons dans les HLM. Donc voilà, c'est effectivement un objectif prioritaire que de travailler sur les logements sociaux et en particulier sur les HLM, mais il faut savoir que dans le parc privé, il y a aussi beaucoup de choses à faire dans des structures qui sont moins faciles à attaquer, entre guillemets, parce que justement, c'est des propriétaires privés dispersés, diffus, etc., sur lesquels on a plus de difficultés à rentrer directement en relation pour leur faire des travaux. Allez, une question du panel. Ouais, enfin, c'est leur problème. Allez-y. Et dites à qui la question s'adresse. Donc bonjour, je m'appelle Tania Gravitz, je suis étudiante à AgroParisTech en formation d'ingénieur agronome. Et j'avais une question sur quelle est votre prise en compte de la place du patrimoine, en particulier à vous, monsieur le directeur de Saint-Gobain. Pierre-André Chalandard, oui. Comment prenez-vous en compte le patrimoine, en particulier dans la ville de Paris, lorsque vous pensez à une réhabilitation des bâtiments en termes d'économie d'énergie? Comment prendre en compte et de densification dans le centre de Paris, donc l'ensemble des immeubles haussmanniens, est-ce qu'il est possible de les densifier? On voit mal une augmentation de leur taille. Et comment est-il possible de garder leur patrimoine tout en modifiant leurs caractéristiques de consommation d'énergie? Alors Pierre-André Chalandard et puis Pierre Mongin, parce que ça concerne aussi bien sûr tout ce qui est transport. Pierre-André. Alors la prise en compte du patrimoine, oui, c'est un élément qui est plus ou moins facile selon les cas. Je pense que les architectes des bâtiments sont pas les plus tendres de la terre. Sont pas les plus tendres. Non, je pense qu'il y a quand même toute une palette de choses qu'on peut faire. Alors selon les cas, c'est l'isolation par l'extérieur, c'est l'isolation par l'intérieur. Et les immeubles anciens sont souvent pas si mal fait. J'allais dire, on a mieux construit il y a 100 ans qu'il y a 40 ans. Donc je pense que c'est pas les pires du tout. Et qu'on peut arriver... Alors il y a un problème qui est important, c'est les problèmes de copropriété qui rendent les choses... Les décisions de copropriété, ce n'est pas des décisions très faciles. Et donc là, je crois que le gouvernement réfléchit à des aménagements de la réglementation pour faciliter les travaux. Non, je pense qu'autrefois, on avait des idées dans le domaine de la consommation d'énergie qui étaient pas mal par rapport. On a fait plus de bêtises dans le milieu du XXe siècle. Pierre Mongin.
Oui, dans notre entreprise, la prise de service se fait à 5 heures du matin et naturellement, il n'y a pas ni bus ni métro puisque ce sont nos salariés qui les mettent en route. Donc depuis longtemps, mes prédécesseurs ont investi dans le logement. Nous avons comme ça une société HLM à l'intérieur de notre groupe qui fait 6000 logements sur Paris et la petite couronne. Et donc nous sommes très impliqués dans ce que disait Michel Papalardo, c'est-à-dire la qualité de ces logements pour nos salariés. Et en fait, à travers ces choix patrimoniaux sur le patrimoine immobilier que nous gérons, nous avons un souci qui est de faire correspondre l'intérêt des locataires, parce que ce sont nos salariés essentiellement, avec l'intérêt de l'entreprise. Et ce qu'on a dit tout à l'heure sur la répartition des charges entre les offices HLM ou des bailleurs privés et les occupants des appartements est un élément extrêmement important pour savoir si le marché, tel qu'il fonctionne, les règles du jeu telles qu'elles existent, permettent d'avoir une optimisation, une allocation optimale des choix économiques, notamment entre l'investissement qu'on peut faire grâce, par exemple, à Saint-Gobain, dans un immeuble, et le coût économique pour celui qui est finalement l'occupant final qui paye la totalité de la facture, c'est-à-dire le loyer et les charges. Ce que je voudrais dire à travers ça, c'est qu'en réalité, et c'est vrai dans le monde du transport, tout autant que dans le monde du logement, on a un énorme problème aujourd'hui, dans la société du monde d'aujourd'hui, de décalage entre les signaux que le marché envoie, c'est-à-dire les règles du jeu de l'offre et de la demande telles qu'elles existent, et les choix que nous devons faire au nom de la planète pour avoir des comportements responsables et soutenir un développement vraiment durable. Le problème est exactement le même entre l'automobile et le transport collectif. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte, mais c'est vrai, entre le bailleur et le locataire, qui décide, et est-ce que les signaux que nous renvoie le marché, c'est-à-dire les coûts pour le porte-monnaie, sont les bons pour faire les bons choix pour la planète? C'est tout l'enjeu du Grenelle de l'environnement. C'est tout l'enjeu de la politique européenne aujourd'hui qui se met à travailler sur ces sujets, pour employer un jargon technique, d'internalisation des coûts externes. Quand vous faites une activité humaine, vous générez forcément pour autrui, pour la planète, un coût. Ce coût n'est pas toujours pris en compte. Quand vous émettez du carbone, ce que nous faisons en nous réunissant ce matin et en allumant autant de spots et en faisant marcher ces micros, eh bien, nous générons pour la planète quelque chose de négatif. Comment est-ce qu'on le prend en compte? Quelles sont les règles du jeu qui permettent de le prendre en compte? Lorsqu'on aura répondu à cette question, ce qu'on va essayer de faire, je pense, depuis le Grenelle de l'environnement, il y a quelque chose qui s'est passé en France. Il y a une vraie rupture, vous voulez dire. Il y a une vraie rupture dans la société française. Mais cette rupture, elle est partagée plus ou moins par nos partenaires européens. Je pense qu'on a pris une longueur d'avance dans ce domaine, Michel Papalardo, par rapport au reste de l'Europe. Il faut qu'on tire les autres. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, en réalité, de la crise économique mondiale, des réflexions structurelles fondamentales sur le mode de fonctionnement du capitalisme, sur la refondation d'une partie de l'économie mondiale, doit être, à mon avis, mis en relation très directement avec ce problème de l'internalisation des coûts externes et de la prise en compte des vrais signaux par le marché pour avoir les bons comportements. Alors, vous voyez qu'on est parti des HLM et de l'isolation pour arriver à des sujets planétaires et extrêmement intellectuels et extrêmement complexes. Je voudrais juste revenir sur le patrimoine 30 secondes. À la RATP, on a par exemple 80 hectares de toiture dans le centre de Paris et de la petite couronne ça fait un beau marché. Hein. Pour héberger nos bus. Bon. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de soleil à Paris. Là, c'est un Marseillais qui parle. Ça lui suffit. C'est un Marseillais qui parle. Ça suffit à faire André de mais il paraît que ça suffit. Vous savez que 50% du parc installé dans le monde aujourd'hui est en Allemagne. Oui. Bon, eh bien voilà une décision que nous allons prendre, malgré le fait que, économiquement, je ne suis pas complètement sûr que pour mon cash flow à la fin de l'année et pour les 2 années suivantes, ce soit une très très bonne décision. Mais nous allons prendre la décision, nous venons de lancer un appel à projet à toutes les entreprises qui veulent venir comme partenaires, soit pour nous fournir
Pierre-André, soit c'est bien. pour venir exploiter, Ah, vous Il voyez, prend soit- des- il prend des soit, notes. soit pour vous allez venir prendre des exploiter commandes ce matin. un système, soit pour venir exploiter, à ce moment, Ouais. chacun son métier, Oui, oui. Ah, ça, c'est pas le mien. 80 hectares de toiture sur l'île de France. Eh ben, vous avez bien fait de venir. Voilà. 80 000 mètres carrés, c'est pas rien. Hein. Allez, une autre question du... Non, je voudrais juste Oui. dire un truc, puisqu'on est sur le solaire. Après, Ouais. vous savez que si on mettait des panneaux photovoltaïques sur 10% du Sahara aujourd'hui, alors ça fait la moitié de la France, mais je préfère 10% du Sahara, on fournirait l'énergie mondiale. On n'aurait besoin de rien d'autre. Sans commentaire. C'est pas pour tout de suite, hein, mais Oui. c'est intéressant. Absolument. Allez, une question du panel. Qu'est-ce qui y va, mademoiselle? Allez-y. Donc, bonjour, Anne Luzam de l'école des ponts Paris-Tech. Pour rebondir sur une partie de vos propos, j'aurais voulu poser une question sur le financement. Notamment au vu de l'état actuel des finances de l'État et de la conjoncture économique. Quels sont les modes de financement que vous envisagez en fait, pour prendre les mesures nécessaires? Donc, je pense aux lignes à grande vitesse, au transport en commun urbain, mais aussi à une campagne de rénovation du parc de bâtiments existants et à la production d'énergie renouvelable. Alors, les moyens, c'est le cas des moyens. Qu'est-ce qui veut commencer? Michel Papalardo, tous les trois, vous êtes interpellés là-dessus. Hein. Voilà, On commence par la quelques dame. informations sur la manière dont on voit les choses dans le cadre du Grenelle et du budget, puisque le Grenelle a été voté à l'Assemblée nationale pour la loi programme, mais que là, surtout maintenant, commence cette semaine le débat sur le budget, et que dans le budget, il y a déjà un certain nombre d'éléments importants en termes de financement, justement. Alors, il y a deux grands types de financement. Il y a, bien sûr, du côté de l'État, des systèmes d'incitation pour orienter la demande vers les bons produits, et en matière de bâtiments en particulier, des éléments importants comme un prêt à taux zéro pour faciliter les travaux dans l'existant. Il y a les crédits d'impôt pour aussi aller vers l'existant, et en ce qui concerne le logement neuf qui sera au-dessus des normes actuelles et qui s'orientera vers le bâtiment à basse consommation, on a aussi prévu dans le projet de loi de finances des éléments de verdissement des systèmes d'aide de manière à pouvoir aider passer la demande à aller vers ces produits. Donc ça, c'est un élément. Mais c'est plus pour orienter, bien sûr, pour faciliter l'investissement, mais c'est plus pour orienter, donner les bons messages et faciliter l'action qui doit être, elle, financée quand même, pas uniquement par les aides de l'État, c'est bien évident, non seulement à cause des problèmes de finances publiques, mais parce que ce n'est pas non plus la logique de fond du dispositif. Mais ces actions, elles sont essentiellement financées par les économies qui sont engendrées par les travaux ou par les transports, hein, en fait c'est la même chose, des deux côtés, par les opérations et les investissements qu'on propose de faire. Alors, la difficulté, c'est que pour investir, encore faut-il avoir des prêts des banques, etc. Donc ça, c'est le problème plus général sur lequel je ne reviendrai pas, mais dont vous entendez beaucoup parler en ce moment. Et puis la bonne incitation. Et puis cette économie en termes de consommation d'énergie. Alors là, on a un premier mode de financement, comme le disait Pierre-André de Chalandard, c'est le coût de l'énergie lui-même. Hein, plus le coût de l'énergie augmente, et plus les investissements sont rentables, et plus ça devient intéressant de les faire. Donc ça, c'est déjà un élément, et je fais aussi partie depuis longtemps des gens qui disent qu'il faut avoir le vrai prix de l'énergie si on veut effectivement avoir les bonnes politiques sur ces sujets. Et puis, il y a comment on intègre, comme le disait aussi Pierre Mougin, les externalités négatives, et comment on fait pour qu'on tienne compte des coûts sur l'environnement, et notamment en termes de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que celui-là, mais il y a notamment celui-là. Et là, c'est tout le problème en fait de la taxe climat-énergie qui était prévu dans le Grenelle comme étant un instrument potentiel, sur lequel, pour le moment, on n'a pas encore pris énormément de décisions, mais sur lequel, je voulais juste vous rassurer sur le fait que nous y réfléchissions toujours, et que nous allons, d'ici quelques semaines, lancer une consultation d'experts sur le sujet, parce qu'on ne l'a pas oublié, c'est bien dans nos idées. Et puis, derrière tout ça, il y a l'intérêt donc économique de faire ces opérations. Et dans le Grenelle, on s'efforce aussi de développer ce qu'on appelle les PPP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés. Puisque comme ce sont des opérations qui doivent être rentables, parce qu'il y a des économies d'énergie derrière, il doit y avoir des acteurs économiques qui doivent s'engager
à financer ces opérations de long terme, à condition bien sûr d'y être intéressé en termes de résultats. Et donc on s'efforce de simplifier le recours au partenariat public-privé et à les mettre en application, à la fois bien sûr dans le domaine des transports, sur les lignes à grande vitesse, mais pas uniquement, mais aussi dans le cadre du bâtiment, et notamment pour toute la rénovation des bâtiments publics, parce qu'il y a un énorme chantier sur les bâtiments publics et que ce ne sera probablement pas directement avec les crédits de l'État qu'on fera ce type d'investissement. Alors, Pierre-André Tchalandard, le partenariat public-privé, c'est la solution pour l'industriel que vous êtes ? C'est une des solutions. Moi, je n'ai pas tellement je crois que Michel Papalardo a très bien répondu sur l'ensemble de la question. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière sur cette notion de prix de l'énergie. Je crois qu'on a fait des efforts et des progrès considérables après les 2 premiers chocs pétroliers dans les années 75. Et puis, on a eu, dans les années 80 et 90, on est complètement revenu en arrière. Et donc, le signal prix de long terme est très important. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que si on a des yo-yo, les décisions que prennent, parce qu'au-delà de tous les efforts qui sont faits par les gouvernements, des aides, etc., il y a quand même des décisions économiques qui vont être prises par des agents économiques. Ils ont besoin d'être pris sur un signal de long terme, comme le disait Pierre Montjoly tout à l'heure. Et donc, cette fluctuation très forte qu'on voit en ce moment et qui pourrait continuer dans les 2 sens des prix de l'énergie, c'est pas très bon. Et je trouve qu'il faudrait réfléchir. Alors, c'est pas facile, mais on a besoin d'un signal de long terme, parce que des gens qui auraient déclenché des travaux l'été dernier, qui l'ont pas fait, aujourd'hui, ils se disent si ça descend encore beaucoup, est-ce que mes travaux ils vont être rentables ? Et donc, je pense qu'il faut arriver à trouver. Alors, c'est une tâche importante, mais il y a des moyens. Hein, la fiscalité française, si on prend d'abord ce qu'ont fait les Européens par rapport aux Américains, c'est pas pour se glorifier, mais enfin, on a fait beaucoup mieux. Taxer l'énergie comme on l'a fait en Europe depuis 30 ans, c'est une bonne chose. Je pense que si on trouvait des mécanismes pour que la taxation ne monte pas de façon énorme quand les prix dépassent un certain niveau, mais qu'à l'inverse, elles augmentent quand les prix baissent, ça permettrait d'envoyer un signal régulier dont je crois on a besoin, pas seulement dans les transports, mais beaucoup pour ces décisions dans l'habitat qui sont des décisions de long terme. Enfin, elles sont de long terme aussi dans les transports. On décide pour 10-15 ans. Hein, et quand on a des payback qui sont longs, on a besoin d'avoir un signal de long terme. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Pierre Montjoly. Oui, Pierre-André, dans les transports, on prend des décisions pour 100 ans. C'est ce que je disais, puisque quand on fait un réseau comme le réseau de Paris, que quand même les Français se sont payés dans les années qui n'étaient pas les plus faciles de la croissance et du PIB, les années 1900-1930. Bon, on a été capable de faire un réseau, il y a 100 ans, qui est en parfait état. Bon. Donc en réalité, le problème que vous posez, c'est celui du financement. Bon. Où est-ce qu'on va trouver les ressources ? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut plus de transport collectif. Enfin, j'ai jamais vu, moi, qui que ce soit autour de moi, en tous les cas par les temps qui courent, au prix de l'essence, indiquer qu'il fallait moins de transport collectif. Bon. Alors, comment on les finance ? En réalité, il y a 4 sources de financement pour les transports collectifs dans le système français, européen, qui sont 1, le voyageur. Quand vous achetez votre passe Navigo, vous payez votre ticket de métro. Quand vous luttez contre la fraude, ce que nous faisons à la RATP, vous avez un des éléments du financement qui représente, pour le chiffre d'affaires de la RATP, 55% aujourd'hui. Bon. Donc le voyageur, très important. Deuxièmement, vous avez en réalité les contribuables. Il y a un certain nombre d'impôts qui sont recyclés dans le financement du système de transport existant et des projets futurs. C'est les subventions des collectivités publiques, de l'État, de la région, etc. Donc les contribuables. Le troisième volet, c'est ce qu'on appelle la contribution tarifaire, qui est une aide des pouvoirs publics, en réalité une aide des pouvoirs publics, non pas à la RATP, non pas à la SNCF, mais une aide aux voyageurs. Parce que si on faisait payer le vrai prix, le prix de revient, personne ne prendrait le métro, ou très peu de gens, et donc l'intérêt d'avoir un investissement collectif serait perdu. Et ça, cette règle du jeu qui consiste à dire qu'il faut équilibrer le prix par rapport au coût est une règle du jeu qui est maintenant reconnue en Europe. Dans la loi européenne, ce n'est pas une aide à l'entreprise, c'est une aide aux voyageurs. C'est ce qu'on appelle le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France en Île-de-France, qui recycle quoi ? L'argent des salariés,
puisque les employeurs le savent bien, on est tous employeurs, nous cotisons pour nos salariés à un système qui finance ces ressources qui font quand même 7 milliards d'euros par an en Île-de-France. C'est pas négligeable. Bon. Et enfin, il y a un dernier volet, ce sont les entreprises. Alors je ne parlerai que de la mienne, mais mon entreprise RATP, si vous voulez, par la productivité de ses salariés, par ses efforts à dégager des méthodes moins coûteuses pour produire plus, chaque année dégage une marge de manœuvre que nous recyclons, nous, à la RATP, entreprise publique, totalement dans l'amélioration de la qualité de service. Donc dès qu'on gagne de l'argent, nous, c'est au profit des voyageurs. Bon. Donc vous avez 4 sources de financement. Est-ce que ces sources de financement sont suffisantes aujourd'hui pour faire face aux besoins de très grands projets qui sont indiscutablement nécessaires pour l'Île-de-France d'ici 10 à 15 ans? La réponse est oui, parce qu'il y a moyen, notamment grâce au PPP qu'évoquait Michel Papalardo, de pouvoir asseoir et étaler les financements sur la durée de vie réelle des équipements. Ça ne sert à rien de financer en 10 ou 15 ans un équipement qui va durer 50 ans. Tout le problème, c'est de trouver sur le marché financier long terme les financeurs qui acceptent d'investir à Paris, sous la Tour Eiffel, pour produire du transport pendant 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui, malgré les dérèglements extrêmement graves du marché financier que nous connaissons, nous trouverons les financeurs pour ça. La visibilité de tels projets, je pense à notre projet métrophérique autour de Paris qui doit transporter 1 million de personnes par jour lorsqu'il fonctionnera, la visibilité est telle que nous trouverons les financements long terme. Mais il faut un peu changer nos habitudes, c'est-à-dire qu'il faut accepter de sortir des carcans idéologiques sur cette histoire PPP, pas PPP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de trouver des financements long terme dont on a besoin. Laisser à nos enfants des outils comme ça et les dettes qui vont avec, qui se payeront au fur et à mesure des ans, c'est pas anormal, c'est pas immoral. Ça, c'est pas de la mauvaise dette. C'est en réalité un adossement précis des financements avec nos capacités contributives chaque année les uns et les autres. Donc moi, je suis très optimiste à partir du moment où cette prise de conscience est faite, que les tabous idéologiques sur les histoires de PPP tombent, parce que privé, oui, on va prendre l'argent là où il est, ou là où les gens sont prêts à l'investir, bien sûr, dans le secteur privé. Je pense qu'à ce moment-là, on ira très vite, à condition de garder la technique d'une entreprise comme la nôtre, en ingénieurs, on a plus de 1000 ingénieurs chez nous, pour pouvoir, en réalité, produire dans les délais ces investissements, sans surcoût et dans les délais. Donc, les financements, on les trouvera, et l'équilibre global du système qui repose sur toutes les parties prenantes que je vous ai indiquées permet, à mon avis, de trouver les solutions. Et je voudrais ajouter, si vous permettez, pardonnez-moi, je suis un tout petit peu long là-dessus, mais c'est important, que dans la crise économique mondiale que nous vivons, et qui va se traduire, on en parlait avec Pierre-André tout à l'heure, par probablement des difficultés sur la croissance durable, hein, pendant au moins quelques temps. Bon. Avoir des grands projets comme ça, aujourd'hui tout près, comme notre projet métrophérique, c'est une formidable chance pour l'emploi en Île-de-France. Hein, c'est 5000 emplois directs pendant 10 ans. Bon. Donc je pense qu'en réalité, il est temps de mobiliser ces ressources financières, cette ingénierie, surtout le consensus politique des élus, de l'État, pour débloquer ce genre de décision. Merci Pierre Mangin. Autre question du panel étudiant? Il reste à peu près une petite dizaine de minutes, donc très vite. Et après, oui, la salle après, vous inquiétez pas, quand je dis reste 10 minutes, pour les étudiants, mais après la salle, on a jusqu'à 12h30, puis on va peut-être un peu tricher, on va voir. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Thomas Yael, je suis étudiant à HEC. Je voudrais revenir quelques instants sur le problème de l'étalement urbain. Donc peut-être que ma question s'adresse plutôt à Mme Papalardo. En fait, la question que je me pose, c'est depuis une quinzaine d'années, on assiste à une hausse des prix assez considérable dans l'immobilier en centre-ville. Donc ma question est simple, comment aujourd'hui éviter cet étalement urbain dans un contexte qui pousse les plus démunis à s'installer toujours de plus en plus loin en périphérie? Il y a une première réponse, c'est que face à cette hausse des prix, donc des terrains en centre-ville, donc à la chasse sur le bâtiment, on a, entre guillemets, trouvé la solution en allant s'installer loin. Et donc, on n'a pas regardé, et c'est ce qui pose un problème aujourd'hui, on n'a pas regardé que l'économie qu'on faisait en allant s'installer plus loin, en fait, on la payait
parce que tous les jours, on prend sa voiture pour rentrer travailler dans le centre ou ailleurs, en tout cas quelque part, et que finalement, au coût global, quand vous comparez le coût du bâtiment ou de l'appartement que vous auriez acheté en centre-ville et ce qu'il vous oblige à faire en dépenses de transport, et que vous le comparez à votre coût de votre villa en périurbain avec son transport, finalement, sur un certain nombre d'années, vous n'avez pas fait d'économie. Donc, un des premiers points, c'est comment on arrive à faire en sorte d'abord de se rendre compte, et là clairement les gens s'en rendent compte aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à présent, effectivement, comme le prix de l'énergie a eu des sautes un peu bizarres, on avait du mal. Mais là, les gens en sont bien conscients. Il y a le problème du coût global de votre installation, qui doit intégrer son coût de fonctionnement, qui est le transport que vous avez et les conditions de votre transport. Donc ça, c'est un premier point et ça commence à venir. Derrière, il faut effectivement qu'on ait en place, y compris des systèmes de financement par les banques qui intègrent ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en termes de financement pour les particuliers, ils n'arrivaient pas à trouver des financements de la part de leurs banquiers pour acheter l'appartement cher en centre-ville, alors qu'ils trouvaient de quoi financer la maison en périurbain, et puis derrière, ils n'étaient pas capables de payer les traites parce que justement, ils avaient d'autres dépenses. Ça, il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que les banquiers également intègrent le coût global. On est vraiment dans cette idée de coût global de l'habitation et de ses besoins. C'est un peu théorique comme ça, mais derrière, il y a des choses extrêmement précises, et y compris d'ailleurs en consommation d'énergie des bâtiments. Acheter un bâtiment un peu plus cher, mais qui ne consomme pas, ça a un intérêt finalement en termes de revenus quotidiens et de revenus annuels qui permet ou non de rembourser son emprunt à la banque. Donc voilà, tous ces aspects coût global, c'est vraiment important. Ensuite, il faut qu'on s'efforce de faire en sorte que nos centres-villes soient aussi mieux utilisés et mieux construit. On a dans un certain nombre de villes, et même dans pratiquement toutes nos villes, des friches urbaines importantes qui ne sont pas utilisées parce qu'il y a des problèmes de responsabilité, c'est compliqué, etc. Donc, on peut construire encore en centre-ville, on peut, et pas forcément en augmentant donc les coûts. On peut même faire du logement social sur un certain nombre de ces zones. C'est ce qui se fait d'ailleurs heureusement dans un certain nombre de villes. Là, je voyais à Lyon des reconstructions de quartiers qui étaient des quartiers sensibles avec de la mixité urbaine et de la mixité sociale à l'intérieur de ces nouveaux quartiers, dans des zones qui sont vraiment dans le centre. Alors, je reviens sur ce troisième point. Le problème, on ne va pas tous habiter dans le centre. De toute façon, ce n'est pas possible. Ça, de toute façon, qu'on veuille tout ce qu'on veut. Le problème, ce n'est pas d'habiter dans le centre, c'est d'habiter dans des zones urbaines denses et qui ont leur logique et leur équilibre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, en fait, on va habiter dans des quartiers. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce qu'on a dans le Grenelle, de dire qu'on va essayer d'aider le développement de ce qu'on appelle des écoquartiers ou des quartiers durables, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on aura l'ensemble de nos activités, l'ensemble de notre mixité, avec des systèmes de transport qui seront adaptés. C'est-à-dire qu'on prend le sujet en amont. Il n'y a pas que on construit, il y a comment on y va, qu'est-ce qu'on y fait, comment on a aussi de l'espace et comment on habite là-dedans. Donc tout ça, c'est des morceaux de ce qui est en train de se faire. Ça ne changera pas les choses du jour au lendemain, c'est bien évident, mais ça vise à ce qu'on arrive à habiter dans des zones denses, normalement desservies par des transports en commun, qui nous permettront aux uns et aux autres de ne pas utiliser l'espace anormalement dans du périurbain extrêmement lâche. Pierre-André de Chalandard, très vite, parce qu'il moi, en écoutant Pierre Mongin tout à l'heure parler du temps de transport, alors, je n'ai pas la réponse, mais juste une question qui me paraît qu'il y a quand même des choses qui, dans notre société, vont changer ou devraient changer à un moment ou à un autre. Je vais voir juste un exemple. Et il faut voir ce qui est contraint et ce qui est subi, ce n'est pas très facile. Mais si je prends Saint-Gobain, il se trouve qu'on a des usines à différents endroits de la région parisienne. Et tous les matins, on a des gens qui habitent à 40 km de Paris, à l'est, et qui viennent travailler dans une usine ou dans un endroit à 30 km à l'ouest, et vice-versa. Bon, quelque part, et qui font la même chose. Je parle de gens qui font la même chose. On marche sur la tête, globalement. Alors, est-ce que c'est le problème de Saint-Gobain? Est-ce que c'est le problème de la société? Le problème des gens qui font ces choix? Je ne sais pas, mais je pense que ça fait partie des choses. Je ne sais pas si ça résoudra les embouteillages dans le métro à terme, mais sur lesquels
il faudra bien à un moment ou à un autre que dans la société, on change nos raisonnements. Alors je ne sais pas, hein, je pose plus une question que je ne réponds, mais je trouve qu'il y a des choses qu'il faudra qu'on fasse évoluer. Tous ensemble, je ne sais pas comment bien, mais tous ensemble. Donc moi, je peux vous dire, en écoutant, là, je me dis, je vais réfléchir. Est-ce que les entreprises ont des... Oui, mais si vous voulez, les gens qui dire... c'est pas évident, hein. Oui. Oui. Non, mais c'est pour ça, je le prends, je peux vous dire, j'en ai fait un sujet de réflexion. Voilà, mais j'ai pas la réponse. Mais voilà. N'oubliez pas qu'il y a souvent 2 personnes qui travaillent et vous pouvez être loin d'un côté et près de l'autre. Alors, soit vous coupez aussi les couples en deux parce qu'ils habitent à l'est ou ils habitent à l'ouest, mais ça fait partie des sujets compliqués à gérer aussi quand même. Une dernière question du panel étudiant et après la salle. Allez-y, très vite maintenant, je vais vous demander quand même d'aller vite. Donc Manuela Huc de l'Institut supérieur de l'environnement. Donc j'ai 2 petites questions un peu improvisées. Très vite. Une pour un peu aborder le thème du covoiturage, de savoir ce qu'on pourrait faire. Et l'autre pour vous, Monsieur Mongin, donc concernant la RATP. On est tous des étudiants et en fait de savoir s'il serait possible un jour de faire un tarif étudiant pour éviter qu'on prenne la voiture pour aller sur Paris et plutôt qu'on prenne les transports pour éviter de polluer en fait. Voilà. Et profite du voyage, hein, si j'ose dire. Allez, très vite malheureusement, Monsieur Mongin. Parce que, oui, indiscutablement, tous les moyens alternatifs au tout automobile sont bons. C'est-à-dire que nous, à la RATP, nous soutenons toutes les initiatives, y compris celles qui ne sont pas actuellement gérées par la RATP. Par exemple, le covoiturage est un système, et ça répond un peu à l'interrogation de Pierre-André de Chalandard à l'instant, est un système qui peut fonctionner à condition qu'il y ait une plateforme de gestion de ce système. Actuellement, ce sont plutôt les conseils généraux qui ont fait le choix d'organiser ces plateformes essentiellement par Internet, de rencontres entre des utilisateurs et des fournisseurs possibles pour permettre de dépasser le seuil actuel très constant d'utilisation de la voiture en Ile-de-France, qui est de 1,3 automobilistes par voiture en moyenne tous les jours, qui paraît extrêmement bas par rapport à l'optimum social et même économique individuel. Et nous soutenons des initiatives comme ça, et j'en profite pour dire qu'un bon instrument aujourd'hui qui revient à la mode, et qu'à la RATP on va soutenir, c'est celui des plans de déplacement d'entreprise, c'est-à-dire un schéma dans lequel on analyse les vrais besoins des vrais gens à l'intérieur de l'entreprise et comment ça fonctionne, pourquoi ils bougent, comment ils bougent, etc. Et partant de là, on peut avoir des offres ciblées. C'est ce que nous faisons par exemple à la RATP avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui est notre client, et à qui nous fournissons après des transports collectifs d'ajustement par rapport aux transports publics qui sont pris par les salariés, mais qui permettent de couvrir un peu mieux les besoins individuels et donc de mettre un peu plus de collectif par rapport au tout automobile. Autre exemple de notre entreprise, c'est le système de l'autopartage, c'est-à-dire la location de courte durée de véhicules dans les grandes villes. Par exemple, à Paris, le maire de Paris veut lancer un système comme ça. Nous nous sommes associés avec la SNCF, avec Vinci et avec Avis, le loueur de voitures, à 4, pour fournir d'ici 2 ans un service de location de courte durée disponible immédiatement dans l'ensemble des parkings. Comme le Vélib, quoi. Comme le Vélib, avec l'automobile. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire à vélo, des choses qu'on ne fait pas à vélo. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces initiatives aujourd'hui, elles sont très importantes. Alors le tarif, je ne veux pas botter en touche parce que ça dépend des autorités politiques. Ce n'est pas la RATP qui fixe les tarifs. C'est le STIF. C'est le STIF, c'est le président de la région. Donc je lui transmettrai votre demande. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un schéma qui tient compte de l'âge comme critère que du statut. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ne sont pas étudiants, peut-être qu'ils voudraient être étudiants, qui ne le sont pas aussi, qui ont droit à des aménagements de tarifs parce qu'ils sont jeunes. La question du statut étudiant ou pas étudiant, aujourd'hui, ce n'est pas un élément discriminant sur le tarif. Eh oui. Bon, allez, on va commencer à prendre les questions de la salle. Il y avait monsieur. Pardonnez-moi. Oh là, non, on va pas tous y arriver. Donc, on va essayer. Pardon aux autres de mon arbitraire. Malheureusement, j'ai pas le choix. Monsieur d'abord. Mais je vous en prie, des questions très courtes de manière à ce que la plupart des gens puissent. Pour la RATP, il y a eu une erreur de casting en faisant la publicité que la RATP pouvait être la seconde voiture.
la RATP, la SNCF, c'est ma première voiture. Première chose, première information donnée. Pour le cas si les personnes, il y a un problème parce que parlez bien près du micro, monsieur. Ils vont aller travailler très loin, plus loin, il y a des échanges, etc. Ça va être résolu par l'informatique. Le covoiturage existe depuis longtemps. Il existait peu, mais parce que quand quelqu'un voulait aller d'un endroit à un autre dans une région, on gérait ça avec des fiches. L'informatique change tout. La réponse, elle est immédiate, à la seconde, on le sait, Internet. Donc ça va se développer encore beaucoup plus. Et c'est parce qu'il y a l'informatique qu'on va faire la location d'automobiles, etc. Et toute la suite sur les projets de la RATP. Quant au déplacement des propositions d'entreprises sur d'autres entreprises, bon, l'informatique avec les CV, avec des préférences beaucoup plus ciblées, va permettre de résoudre une partie de ce problème. Oui. On propose un emploi, une autre entreprise me propose un emploi, j'ai tout le temps de le réfléchir, je peux répondre, je ne regarde pas un seul dossier, j'en regarde 10 en même temps, très rapidement, etc. C'est tout ça qui va permettre de le faire. Les idées étaient là. Moi, je l'avais résolu, le problème. Je faisais de l'intérim. Donc, étant inscrit dans un nombre important d'entreprises, je n'avais pas besoin de faire énormément de déplacements. Ok, on a bien compris. Réponse de Pierre Mongin, très vite. Oui, question là-bas. Vous avez raison de souligner que la relation d'une grande entreprise de service comme la nôtre, qui gère des flux énormes, 10 millions de passagers par jour, cette relation que nous voulons construire autour et centrée sur le voyageur, elle est en train de changer à toute allure grâce à Internet. Internet, pour nous, c'est un moyen fantastique de dialogue avec nos clients. Et aujourd'hui, nous avons organisé notre système de sites d'information. D'abord, on a des comparateurs, éco-comparateurs, Michel, ils sont formidables. Bon, mais en dehors de ça, on a aussi un service d'information optimisé qui vous dit, par les différentes contraintes qu'on a, comment utiliser les transports collectifs. Et puis surtout, aujourd'hui, on a, sur Internet, une démarche participative, d'échange, ligne par ligne, de métro, ligne de RER ou centre-bus, dans lequel nous dialoguons, vous dialoguez, si vous le souhaitez, avec nos responsables. Et de manière progressive, on est en train de monter en puissance là-dedans, parce que c'est évidemment une très grosse opération interne, vous l'imaginez, en management c'est compliqué, mais je souhaite qu'il y ait possibilité pour tout usager de la ligne 4, 9, 13, de pouvoir dialoguer sur ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils souhaitent, ce qui leur a déplu, avec nos responsables de ligne. Internet, pour nous, c'est un moyen formidable de communication. Question de monsieur là-bas. Après, c'est monsieur, vous me pardonnerez ce que je vais là-bas. Monsieur, allez-y, très vite. Appuyez sur le bouton, voilà, ça doit être rouge. Oui. Voilà. Au niveau de la densité urbaine et du volet réglementaire, les documents locaux d'urbanisme actuels fixent des contraintes en termes de densité minimale, pas en termes de densité maximale. Est-ce qu'il n'y aurait pas un inversement à faire pour avoir des coefficients d'occupation des sols minimaux qui empêcheraient l'étalement urbain, d'empêcher des parcelles de 1000 m² et de limiter ainsi la spéculation des terrains foncières. Très vite, Michel Papalardo. On n'a pas insisté là-dessus, mais vous avez bien sûr raison. Les documents d'urbanisme doivent nous aider à aller dans le sens de ce qu'on a dit. Et ce que vous proposez, c'est-à-dire d'avoir finalement pas un cost maximal, mais un cost minimal, enfin ne pas avoir le droit de construire moins qu'un certain pourcentage, c'est exactement ce qu'on essaye de proposer aujourd'hui. Donc dans les lois Grenelle 2 en particulier, on va dans ce sens-là. Et on va aussi vers d'autres solutions, par exemple faire en sorte que autour d'une infrastructure de transport, on ait des costs qui soient différents de ceux qu'on a ailleurs. C'est-à-dire effectivement une espèce d'obligation de construire autour des infrastructures de transport pour être sûr qu'on est sur des zones qui sont qui ont un moyen de transport pour bouger et pas aller construire là où il n'y en a pas et après être obligé d'aller construire l'infrastructure de transport. Donc sur tous ces sujets-là, il y a vraiment une révolution, me semble-t-il, dans la manière de prendre en compte le sujet. Alors tout ça, ça va être un petit peu long, mais c'est aujourd'hui en train d'être préparé dans les nouveaux textes. Est-ce que c'est pas ce volet réglementaire qui doit commencer pour
pour que les promoteurs proposent un nouveau style à la manière du bonus-malus, où les constructeurs automobiles, en très peu de temps, ont réussi à trouver des systèmes de consommation moindre. C'est effectivement urgent, c'est pour ça que... Mais il faut quand même les lois, hein, c'est un minimum, là. Donc, en tout cas, il faut faire passer les messages qu'on s'efforce de faire aujourd'hui. Il faut que les textes soient pris le plus vite possible. Et là, les choses essayent d'avancer le plus vite possible également, pour que tout le monde s'y mette. Et puis, il faut des zones tests et de l'expérimentation. C'est ce qu'on veut faire avec les écoquartiers, avec les écocités, etc. Donc que tout aille dans le même sens, y compris les incitations économiques éventuellement, parce que si vous donnez des droits à construire plus importants finalement autour des infrastructures de transport, vous allez encourager bien sûr les gens à aller sur ces zones-là et à financer peut-être mieux les infrastructures de transport. Donc il y a quelque chose d'assez cohérent à essayer de mettre en place le plus vite possible, je suis d'accord. Monsieur là-bas, très très vite, je vous en prie. Oui, bonjour, Gérald Giglione, conseiller municipal à Buc. Moi j'avais 2 questions. La première, c'est la difficulté de la mutualisation des ressources publiques-privées. Par exemple, à Buc, c'est la SAVAC qui est responsable des transports. Elle est tellement déficiente que les sociétés affrètent leurs propres bus privés, qui évidemment ne prennent que les salariés et qui passent à vide dans un sens. Et la deuxième, c'est ma deuxième question. Donc, c'est extrêmement complexe pour faire un montage, pour partager les ressources, du fait d'une complexité de la chaîne de responsabilité. Et le deuxième point, c'est le décret 1949 qui fait que les sociétés de bus sont propriétaires de leurs lignes et qui sclérose complètement le système parce qu'il est impossible de faire le moindre changement en termes de lignes, en termes de fréquences, puisqu'elles n'ont aucun intérêt à faire des investissements. Et là, je parle des sociétés qui ont les concessions, type la SAVAC et d'autres sociétés. Oui. Réponse Pierre Mongin, très vite. Tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le décret de 49. Nous sommes en train de proposer à Jean-Louis Borloo et à Dominique Bussereau une évolution de ce texte parce qu'un des facteurs probablement du sous-équipement en transport collectif de la Grande Couronne tient à cette réglementation. Alors nous, à la RATP, nous ne demandons qu'une chose, c'est à venir mieux desservir les zones, y compris celle de Buc, que je connais bien, que ce que c'est l'est aujourd'hui. Encore faut-il, je vous ai rappelé que le transport, en gros, à la RATP, c'est moitié l'usager, le client, moitié les collectivités locales et l'État et les salariés à travers le système du STIF. Donc il faut qu'il y ait un financement public. Toute ligne nouvelle, tout kilomètre nouveau implique des dépenses de fonctionnement qu'il faut prendre en compte, y compris pour les budgets publics. Ceci étant, ce décret de 49 va être remis en cause puisqu'il y a un règlement dit OSP, qui est le règlement sur les obligations de service public, qui a été pris par l'Europe, publié le 3 décembre 2007, et que par conséquent, il va changer. Mais vous avez raison, aujourd'hui, ce système des lignes propriétaires est un système qui... il y a d'autres domaines où il y a une réglementation de transport un peu malthusienne, vous voyez ce que je veux dire, je ne ferai pas d'allusion directe, mais tout le monde sait de quoi je veux parler. C'est la même chose avec la Grande Couronne et les bus. Et pour la difficulté de mutualisation publique-privée ? Je crois que, si vous voulez, le règlement OSP règle le problème, puisqu'il prévoit qu'on doit avoir des appels d'offres, des délégations de services publics, qu'avant de lancer en appel d'offres une ligne nouvelle, il faut simplement mettre sur la table l'argent public qu'on est prêt à y mettre. Et après, que le meilleur gagne, ça peut être la RATP, ça peut être un concurrent, et nous serons naturellement, dans ce cas-là, tout à fait présents pour développer des transports en Grande Couronne. Il y a un autre point qui est important, c'est qu'il faut profiter de la ville pas trop dense, Madame la Commissaire Générale, pour faire tout de suite les réservations sur les voiries pour faire des sites propres. Ah oui. Aujourd'hui, entre un bus qui circule dans la circulation à une vitesse moyenne à Paris de 9 km/h, et un bus en site propre qui peut circuler à 30 ou à 25 km/h, le service rendu aux voyageurs n'est pas du tout le même. Il va 3 fois plus vite. Il nous faut des sites propres. Il faut mettre un partage de la voirie. Il faut un partage de la voirie. Ça veut dire que sa rotation est augmentée d'autant. Donc il faut, pour le même bus et le même machiniste de bus. Donc il faut à tout prix qu'on fasse à Buc et ailleurs des sites propres pour demain. Allez, madame, et puis après par là. Mais pardonnez-moi, je ne pourrais pas prendre tout le monde. Allez-y, madame, posez votre question, mais très vite, s'il vous plaît. Allez-y, vous appuyez sur le bouton, voilà, c'est rouge, vous pouvez y aller. Moi, je suis aussi en grande banlieue.
Donc c'est vrai que j'ai du mal. Bon, je suis élue à Morsang-sur-Orge, une ville qui a fait le choix du développement social. On a beaucoup de problèmes au niveau des transports aussi, un peu pareil pour ce problème de bus. Le fait aussi que en banlieue, les transports, c'est vers Paris. C'est vrai que si on veut circuler d'une banlieue à l'autre, c'est très difficile. Mais en même temps, il y a aussi l'adéquation du développement proposé par le STIF et du développement durable aussi, puisqu'on voit des lignes qui vont passer à travers un parc du patrimoine naturel. Donc on se demande l'adéquation qu'il peut y avoir entre les deux. Et puis aussi au fait avec les bailleurs sociaux, quand on voit les réhabilitations qui sont faites à moindre coût plutôt qu'à coût sur le long terme et non pas pour améliorer le coût énergétique du bâtiment, il y a tout ce genre de questions où on n'a pas les réponses, on n'a pas les moyens d'arriver à mettre ça en place. Pierre-André Chalandard, vous voulez répondre sur cette partie-là? Juste sur la partie des rénovations lourdes, hein, je crois que c'est un des éléments importants. Il y a eu des discussions sur le Grenelle, mais je crois que ce qui est très important, c'est que quand il y ait des rénovations lourdes importantes, ça va progressivement aller dans ce sens-là, à la fois au niveau européen et en France, on ait une obligation de performance énergétique minimale, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc tout ça, je pense, on va s'améliorer dans cette direction, mais il y a eu beaucoup dans une période, je crois, hein, de travaux qui ont été faits, enfin plutôt de constructions qui ont été faites en privilégiant le coût de la construction par rapport aux charges que ça représente. C'est en train de changer, je crois, et c'est un élément important du Grenelle. Madame, très très vite, hein, allez-y. Madame, puis il y a un jeune homme là-bas qui me le demande depuis une heure à peu près. Allez-y. Oui, depuis 2 jours, tout le monde dit qu'il faut tirer les leçons de la crise financière mondiale et changer les philosophies. Alors justement, hier, il y avait un ingénieur qui disait le contraire de M. Mongin, que dans les quartiers neufs en Chine, il revenait de Chine, les courbes étaient complètement à l'opposé. Les gens à la fois étaient contents du développement, mais ils étaient très mécontents de l'urbanisme. Alors peut-être que vos amis élus sont contents à New York ont eu des échos à New York, les gens se sentaient bien. Mais le problème avec vos amis élus dans l'Île-de-France, M. Mongin, c'est qu'ils sont déjà en campagne présidentielle, puisque M. Sarkozy veut faire la tour la plus grande d'Europe et M. Delanoë veut faire la pyramide pour le civiliser. Donc on est tous les jours, on a une tour de plus en plus haute dans les places financières mondiales. Alors ma question, Madame Papalardo, est-ce que vous pouvez donc tirer les leçons de cette crise financière et avoir une philosophie uniquement écologique aux questions d'urbanisme, de façon, tous les écologistes disent que c'est pas rentable les grandes tours d'un point de vue consommation d'énergie, même s'il y a une petite éolienne en haut. Donc interdire les tours, les grandes tours qui consomment trop. On a comme bien ça, compris. Allez, donc réponse. que vous ayez votre indépendance politique. Merci. Merci, madame. Ok, la question sur les tours, c'est vrai Voilà. qu'on n'en a pas parlé. Et vous avez 10 secondes. Je vous ai dit tout à l'heure que les tours, c'était pas forcément la solution, parce que ça dépend où elles sont et dans quel contexte elles sont. Alors d'abord, vous pouvez avoir des tours très efficaces et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et je compte sur Pierre-André Chalandard et les urbanistes, les architectes, etc., pour nous faire des tours efficaces. C'est pas forcément aussi efficace qu'une maison individuelle de 150 mètres carrés super isolée. Probablement, mais on peut arriver à faire des choses bien et j'espère qu'ils vont nous faire des choses très très bien. Et je ne vois pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas le faire, on part du principe qu'on ne saura pas le faire demain. Franchement, il n'y a pas de raison que ce soit la seule chose qu'on n'arrive pas à faire. Donc si on fait une tour, en tout cas, il faut qu'elle soit super efficace et non seulement HQE, mais bien plus que ça. Y compris en consommation d'énergie, bien sûr, y compris en production d'énergie, parce que vous pouvez produire aussi de l'énergie avec une tour, bien sûr. Donc, la question... Attendez, on n'a pas le vous temps de m'avez dialoguer. posé une question, je vous réponds. Si on fait des tours, et je ne suis pas une opposante forcenée à la tour, si on fait une tour, en tout cas, il faut bien sûr qu'elle soit au moins aussi performante que ce qu'on ferait ailleurs. Et l'autre question, c'est où est-ce qu'on la met ? Est-ce qu'elle est dans un endroit où on a les
les services qui vont bien et les systèmes de transport qui vont bien pour effectivement l'approvisionner et la désapprovisionner. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est mon avis, je pense que ça doit être possible. Non. Bon, le jeune homme là-bas, allez-y, très vite, allez-y. Ouais, appuyez sur le bouton, il faut que ça soit rouge. Voilà. S'il est rouge, c'est bon. Voilà. Bonjour, donc j'ai sélectionné une question très rapide concernant l'habitat. Il y a 2 moyens de limiter l'impact des bâtiments sur l'environnement par rapport au rejet de gaz à effet de serre. Donc la première méthode, c'est d'avoir recours aux énergies renouvelables, donc on le fait on le fait pas mal. Et il y a aussi de limiter les consommations des bâtiments, donc pour moi ça c'est la priorité. Donc en rénovant les bâtiments et en les faisant consommer moins, et aussi en sensibilisant les gens et en les faisant consommer moins. Donc j'avais une question peut-être que je peux poser à Pierre Mongin, qui a pris un engagement pour des centrales photovoltaïques sur 80 hectares de toiture de la RATP. Est-ce qu'il s'engage aussi ici ce matin à rénover de la même manière les logements des 6000 employés de la RATP voilà, dans cette logique-là? Il ne peut pas tout faire d'un coup non plus. Hein. Non, mais c'est... Voilà, il vous donne ça, vous voulez ça. Oui. Non, mais je prends ma commande. Je confirme. Vous êtes vu avant avec Pierre-Henri de Chalandard ou quoi? Non. Je confirme que ces logements, nos 6000 logements HLM de Logis Transport, sont dans un état, à mon avis, au point de vue énergétique, très correct. De toute façon, on fera les bilans qui sont prévus par la loi, mais le fait est qu'ils sont surtout construits depuis les années 95. Donc on est sur une génération de logements HLM qui est particulièrement performante sur le plan économique. Ceux qu'on va construire maintenant, naturellement, le seront encore plus. Bon, mais si on fait la moyenne du parc, il n'y a pas de souci majeur. Question de monsieur, très très vite, je vous en supplie. Bonsoir. On a parlé de généralité, on a parlé du développement de toutes les villes qu'on voulait, mais on n'a pas abordé l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Parce que monsieur Christian Blanc venait nous parler du développement de la région capitale, c'est-à-dire comment on s'allie avec nos banlieues, comment on s'étend en longueur vers les villes de Rouen. Attendez, excusez-moi, mais vous êtes trompé de salle alors, parce que moi, ça fait au moins un mois que je prépare cette table ronde, donc non, là-dessus, malheureusement, on ne peut pas vous répondre. Ou alors, il y a eu des inversions de salle, mais je crois que vous aviez été prévenu. Madame, là-bas, allez-y. Bonjour. Bonjour. Allez-y, parlez très près du micro. C'est pas vraiment une question, ce serait plutôt... Appuyez sur le bouton, il faut qu'il soit rouge. Il est appuyé, je pense qu'on doit il est rouge. m'entendre. Alors parlez très près, très près. Donc c'est plutôt une demande à Madame Papalardo. Je suis membre d'un observatoire communal de l'environnement. Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille au développement durable et qu'on encourage donc la population de la municipalité. Et nous sommes confrontés à un problème de quantification. Les gens ont besoin d'outils, ont besoin de logiciels, ont besoin de savoir quelle est leur déperdition thermique de leur habitat. Ils ont besoin de pouvoir le faire par eux-mêmes sur leur ordinateur, avec un logiciel. Très bonne chez question. eux, et je pense que c'est vraiment une priorité. Alors, à quand un outil ou un logiciel que vous fournirez gratuitement pour ça? Ah bah oui, moi aussi je demande. Je suis d'accord sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne peut agir que quand on est vraiment conscient de ce qu'on consomme et qu'on le sait. Donc on est responsable que lorsqu'on a l'information. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà. Quand est-ce qu'ils pourront le faire tout seuls? Aujourd'hui, quelqu'un qui s'y connaît un peu, il a tous les logiciels à disposition qui existent et qui sont sur les sites internet. Ce que je recommande aux gens qui ne sont souvent pas des spécialistes, en tout cas moi, c'est d'aller voir leur espace Info-Énergie, là je reprends ma casquette de l'ADEME, dans lequel vous avez des gens qui ont les logiciels et qui ont le savoir, parce que vous pouvez faire aussi beaucoup de bêtises avec des logiciels que vous ne maîtrisez pas et qui savent l'utiliser et qui pourront, avec les réponses et les questions qui seront faites, vous donner effectivement les consommations. Et puis vous avez les diagnostics de performance énergétique, bien sûr, qui sont aujourd'hui généralisés dans les ventes et à chaque fois que vous faites une vente et une location, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc aujourd'hui, on a développé ce type d'information au moins à chaque transaction. Et vous pourrez bien sûr aussi faire des diagnostics de performance énergétique en dehors de ces transactions, et le nouveau crédit d'impôt, enfin l'évolution du crédit d'impôt qui va être voté dans le budget dans quelques semaines, va permettre de financer et de faire bénéficier du crédit d'impôt ces diagnostics de performance énergétique qu'on ferait faire en dehors des opérations de vente et de location. Donc vous voyez, beaucoup de choses, mais vous avez raison, il faut qu'on continue à faire mieux. Malheureusement, je ne prends plus que 2 questions, monsieur, et puis madame là-bas, et mademoiselle Cassier. Monsieur, très oui, vite. Bonjour, je suis un grand banlieusard
Et je sais qu'il y aurait des solutions faciles pour nos transports s'il n'y avait pas les lourdeurs du STIF, etc., de la coordination qu'on demande et puis qui ne se font pas, et avec très peu d'argent. Et si on pouvait reprendre un peu d'argent des autoroutes pour les transports en commun, ça serait infiniment bien. Ah, bonne proposition, mais je ne suis pas sûr. Attendez. Deuxième question. Je suis aussi membre de l'Union des syndicats des grandes copropriétés. Et j'habite dans une passoire faite dans les années 60. Et là, c'est le parc privé qui parle. Il y a vraiment un problème de financement. Parce qu'on est, en même temps qu'il faut faire l'isolation, il me semble que c'est ça qui devrait être la priorité. Et moi qui suis vieil écolo, je voulais la faire depuis 30 ans. Très vite, monsieur, s'il vous plaît. Mais le problème, c'est que, et là je m'adresse à madame le commissaire général, c'est que le gouvernement nous impose un tas d'autres obligations. Les ascenseurs, qui marchent très bien chez moi, il y a 3 étages, ça va me coûter 7 000 €. J'aurais préféré mettre ces 7 000 € pour mettre des doubles vitrages et peut-être des triples vitrages. Et puis on m'impose un tas d'autres choses, oui, okay, l'électricité, le gaz, etc., des choses qui pourraient attendre, mais vu la loi, je suis obligé de les faire et l'isolation passe après. Tout ça à cause de lois émotionnelles. Donc pouvez-vous mettre de l'ordre, s'il vous plaît, madame la commissaire? C'est le m'associe à la question. C'est la journée de Pierre-André Chalandard. Mais non, mais je suis tout à fait consciente des questions que vous posez. C'est vrai qu'on a un problème de cohérence, qu'on a pris des décisions successivement et que maintenant, quand on regarde l'ensemble, c'est vrai qu'on sait où est la priorité, mais elle ne ressort pas forcément de l'ajustement. On va essayer d'améliorer les choses. Je vous promets rien parce que c'est vrai que c'est des lois qui ont été votées. Mademoiselle, très très vite, c'est la dernière question. Donc je me présente, je suis étudiante à l'université de Saint-Quentin en Yvelines en master stratégie de développement durable. Et je me posais une question par rapport au transport. Vous avez expliqué, et vous aviez raison, que justement le réseau de transport était assez dense dans la zone proche de Paris et moins dense à l'extérieur. Comment expliquer alors que les gens qui bénéficient du réseau le plus dense, je prends l'exemple de la carte imaginaire, payent moins cher que ceux qui viennent de la banlieue et qui doivent traverser des zones où le service n'est pas toujours très performant et du coup doivent prendre plusieurs zones et payent plus cher alors que le service est moins bon? Monsieur Mongin. Alors, bon, là encore une fois, ce n'est pas la RATP qui fixe les tarifs, c'est le STIF. La prochaine fois, on vous amène Jean-Paul Huchon. C'est-à-dire le président de la région, depuis la décentralisation. Mais c'est une vieille histoire. En réalité, ce système est un système qui tient compte du critère de l'éloignement comme critère majorant du coût pour l'individu, sur des bases qui sont essentiellement les bases du système du réseau ferré, du chemin de fer. Bon. Plus vous faites de kilomètres, plus vous payez. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre du projet sur le Grand Paris et des projets généraux sur l'Île-de-France, que monsieur aurait voulu voir traiter davantage ce matin, cette question est une question cruciale. Mais c'est aussi celle, il faut bien être conscient, de la solidarité des territoires. C'est-à-dire la solidarité financière, c'est-à-dire comment ça fonctionne entre les départements qui ont beaucoup de taxes professionnelles et ceux qui en ont moins. Comment ça fonctionne entre les départements où le revenu moyen de l'habitant est plus élevé, comme à Paris, et dans d'autres, comme la Seine-Saint-Denis, où il est beaucoup plus bas. Bon. Et donc, la question qui se pose, c'est la question générale de la péréquation de ces tarifs sur l'Île-de-France. Est-ce qu'on peut imaginer que, poussant la politique du transport collectif à l'opposé d'une politique du tout-voiture, on organise mieux cette péréquation, on organise mieux le partage de solidarité entre les territoires. C'est, à mon avis, une des questions essentielles si on veut accompagner une politique de développement des transports. En tous les cas, nous, à la RATP, on n'est pas habilités à nous prononcer en faveur de telle ou telle option. Mais vous sentez bien dans mon propos beaucoup d'intérêt pour la réflexion. Donc vous avez un allié. Allez, très vite, une dernière question. On retourne au panel d'étudiants. C'est normal, c'est eux qui ont fait ce fantastique travail. Oui, je voulais juste poser une question dans le domaine... Très près du micro. Oui. Je voulais poser une question dans le domaine de l'habitat, parce qu'on a parlé des besoins, donc rénovation, diminution des consommations d'énergie. Ma question, c'est à propos en fait du secteur économique.
puisque ça va nécessiter une évolution des métiers, donc des architectes, des artisans, des entreprises. On est loin pour l'instant de la généralisation des bonnes pratiques. Quelle va être d'après vous l'échelle d'évolution en fait, des métiers? Quelles vont être les aides pour amener une évolution du secteur économique? Pierre-André Chalandard. Oui, je crois que c'est un point dont on n'a pas parlé, mais effectivement, toutes ces évolutions dans l'habitat, il y a un énorme sujet de formation. Parce que tous ces métiers sont des métiers qui sont assez conservateurs, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais sur lesquels la notion d'innovation n'est pas forcément la notion la plus évidente. Donc il y a un énorme effort de formation qui doit être fait, de formation à l'efficacité énergétique. On parlait du diagnostic, hein, qui est un outil qui, je crois, est très perfectible, mais qui a le mérite de commencer. On va dans la bonne direction, mais il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Et la formation, je crois que beaucoup de personnes doivent s'y mettre. En ce qui concerne Saint-Gobain, hein, nous avons lancé des programmes très importants de formation des artisans, répartis sur le territoire, à travers nos différents métiers, qu'il s'agisse de l'isolation, de la plaque de plâtre, du vitrage, et aussi à travers nos réseaux de distribution, donc Point P. Pour former les artisans, je crois qu'il y a un énorme travail qui doit être fait dans ce domaine-là, et qui ne sera pas du jour au lendemain. Parce que quand on pose la question quels travaux je dois faire, c'est pas évident. Alors, est-ce que les métiers vont évoluer ? Il y a quelque chose qui est très intéressant sur l'habitat. Quand on étudie comment on peut arriver à faire une maison passive ou une maison à énergie positive, eh bien, ce qui est bien, c'est qu'on y arrive dans les différents pays, dans les différentes régions. Donc, ce n'est pas parce qu'une maison, au départ, elle a été en bois, ou elle a été avec des structures métalliques, ou elle a été en parpaing, ou elle a été en briques, qui sont les différentes manières dont on fait les maisons dans les différents pays ou dans les différentes régions. Dans tous les cas, on peut arriver à avoir une maison passive ou une maison à énergie positive. Donc ça, c'est plutôt... on n'a pas à changer complètement la manière dont on va faire nos maisons ou les réhabiliter dans les différents pays, et en particulier en France. Mais il y a des techniques à adopter qui doivent se généraliser. Ça prendra du temps, hein, parce que la formation est... Donc il y a un élément très très important, je crois que tout le monde doit s'y mettre, et les différentes... qu'il s'agisse des fédérations d'artisans, qu'il s'agisse du gouvernement qui travaille là-dessus, qu'il s'agisse des entreprises, des industries. Et nous, je crois que c'est notre intérêt bien compris que de dépenser de l'argent pour former nos clients. Je crois qu'il y a un gros effort qui va se faire, mais qui est effectivement un élément très très important. Très vite. Juste pour dire qu'il est en train de se faire. Hein. C'était un sujet clair du Grenelle. C'est un sujet sur lequel il y a à la fois du travail d'organisation et du travail qui se fait à la fois par la Fédération du bâtiment et la CAPEB pour les artisans. Les choses avancent réellement, mais il y a à la fois de la formation initiale et de la formation continue à faire. Donc sur un énorme nombre de personnes, donc ça va forcément être un petit peu lent. Et ce sera les mêmes métiers, hein. Alors il y a une question sur les métiers, c'est plus sur les énergies renouvelables. Ça, je pense que notamment sur le photovoltaïque, là, il y a des métiers nouveaux qui vont se créer, je crois. Est-ce que ce sera le couvreur? Est-ce que ce sera l'électricien? Des nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Ils ont intérêt à venir vite parce qu'il y a 80 000 m² à couvrir. Si j'ai bien retenu. Merci madame, merci messieurs. Voilà, très bonne journée.